On va aborder le concept de pression, qui est un concept fondamental en thermodynamique, et une notion dont on va avoir besoin pour comprendre le principe du moteur Stirling. Donc on va parler nous uniquement de la pression dans les gaz, à commencer par la pression dans l'air que nous respirons, autrement dit la pression atmosphérique. Donc vous avez ici un capteur de pression qui indique la pression actuelle, qui est de l'ordre de 1022. Alors quelle est l'unité de la pression qui est affichée ici? Eh bien c'est des hectopascales, donc la pression est de 1022 hectopascales. Donc avant de définir le pascal, hecto c'est un préfixe qui signifie fois 100, donc ça veut dire que la pression est de 1022 fois 100 pascal. Autrement dit, si on laisse tomber le 22 et qu'on arrondit, on a une pression de l'ordre de 100 000 pascal ou 10 puissance 5 pascal. En général, on utilise une autre unité qui est plus pratique en physique que le pascal, parce que vous voyez qu'on a toujours tout de suite des grands nombres. Donc on utilise le bar, et par définition, un bar, c'est 100 000 pascal, ou 10 puissance 5 pascal. Donc la pression atmosphérique, dans les conditions habituelles, est de l'ordre de 1 bar. Qu'est-ce que ça veut dire, 1 bar ou 1 pascal? Pour comprendre ça, il faut en venir à la composition même de la matière et qu'est-ce que c'est qu'un gaz. Alors, vous le savez, l'air qu'on respire, c'est 80% de molécules de diazote, formule N2, et 20% de molécules de dioxygène, formule O2, qui sont des molécules qui ont des très petites tailles. Si on regarde la taille d'une molécule de diazote, c'est de l'ordre de 0,1 nanomètre. Alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, c'est tellement petit. 0,1 nanomètre, ça veut dire 0,1 milliardième de mètre. C'est très très petit. Mais par contre, il y en a énormément. Alors est-ce que vous avez une idée du nombre de molécules, par exemple, il y a dans un petit flacon comme ça? Vous voyez, ça c'est un petit flacon qui fait 10 cm3, il fait 1 cm de rayon sur quelques centimètres de hauteur, il fait environ 10 cm3. Avec le bouchon, là, j'enferme de l'air à l'intérieur. Voilà. J'ai de l'air à 20 degrés qui est enfermé dans ce petit flacon. Est-ce que vous avez une idée du nombre de molécules que j'ai enfermées à l'intérieur? Eh bien, on peut estimer ce nombre assez facilement. Je donnerai les détails du calcul dans un fichier en annexe pour ceux que ça intéresse. À l'intérieur, j'ai de l'ordre de 10 puissance 20 molécules. 10 puissance 20, ça veut dire 1 suivi de 20 zéros derrière. Autrement dit, 100 milliards de molécules que j'ai à l'intérieur. Alors, vous voyez que ces ordres de grandeur, ils sont énormes. Et c'est ça finalement la thermodynamique. L'objet de la thermodynamique, c'est d'étudier des systèmes qui comportent un nombre tellement important de molécules qu'on ne va pas s'amuser à aller étudier le comportement de chaque molécule individuellement. D'abord parce que ça ne servirait à rien, et puis ensuite parce que c'est impossible. On n'a pas les moyens de calcul, même les ordinateurs les plus puissants ne sauraient pas calculer la trajectoire de chaque molécule une par une. Il y en a trop, rien que là-dedans il y en a 10 puissance 20, vous imaginez dans des systèmes plus gros. Donc continuons un petit peu dans notre exploration des ordres de grandeur pour un petit peu comprendre ce que c'est que la pression. Alors ces molécules, donc ces 10 puissance 20 molécules, et bien ce qui est très important, et ça on va y revenir dans la vidéo prochaine qui concernera la température, c'est qu'elles ne sont pas immobiles, elles ont une vitesse. Ben oui, elles ont forcément une vitesse, pourquoi? Parce que si elles étaient immobiles, eh ben, elles feraient comme n'importe quel objet qui a une vitesse initiale nulle, dans un champ de pesanteur, il tomberait. Donc les molécules, si elles n'étaient pas animées d'une vitesse, eh ben, elles tomberaient au fond du bocal. Et donc on peut calculer que si mes 10 puissance 20 molécules tombaient au fond, eh ben, elles occuperaient un tout petit volume. En fait, si elles se répartissaient uniformément au fond de mon petit récipient, elles couvriraient une couche qui ferait qu'une dizaine de microns simplement d'épaisseur. On peut faire le même calcul avec toute l'atmosphère. C'est pareil pour ceux que ça intéresse. Il y aura le détail des calculs dans un fichier qui sera consultable en dehors des vidéos. Si vous prenez la masse totale de l'atmosphère et que vous imaginez que toutes les molécules étaient immobiles et donc tombées par terre, et bien toute l'atmosphère, au lieu d'avoir une épaisseur d'environ 100 km, et bien, serait ramassée sur une couche uniforme d'une dizaine de mètres, simplement. Alors donc les molécules ont une vitesse. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien ça change qu'elles vont occuper
elles sont très légères et elles ont une vitesse importante. Elles vont donc occuper tout l'espace qu'il leur est offert. Donc là, les molécules, elles occupent de façon uniforme tout l'espace de cette petite fiole. Alors, je vous parle de vitesse depuis tout à l'heure. Alors, on y reviendra quand on parlera de température, parce que ça sera directement relié. Mais la vitesse moyenne des molécules d'air que nous respirons à une température de 20 degrés, c'est de l'ordre de 500 mètres par seconde. Donc il y a des molécules qui vont un peu plus vite, il y en a qui vont un peu moins vite, mais la moyenne est autour de 500 mètres par seconde. Et elles vont dans toutes les directions. Il n'y en a pas plus qui vont vers le bas que vers le haut que sur le côté, elles vont dans toutes les directions. Donc maintenant, essayez de vous imaginer un réservoir qui contient du gaz avec des petits projectiles qui vont à 500 mètres par seconde. Alors 500 mètres par seconde, vous n'êtes peut-être pas habitué à exprimer les vitesses en mètres par seconde, ça fait 1800 km/h. Il n'y a pas beaucoup d'objets roulants, volants autour de nous qui vont à des vitesses plus grandes que 1800 km/h. C'est une vitesse colossale. Donc même si chaque molécule a une masse très faible, eh ben, c'est des petits projectiles qui vont rebondir plein de fois sur les parois. Et qu'est-ce qui se passe quand un petit projectile rebondit sur une paroi? Eh ben, il exerce une force sur cette paroi. Et ici, j'ai une surface. Lorsque j'envoie une molécule dessus, elle rebondit, et en rebondissant, elle exerce une force qui va ici, si elle est suffisamment élevée, faire tomber mon bout de polystyrène. Et bien ces petites molécules qui tapent en permanence sur la surface, ça va exercer une force et c'est ce qu'on appelle la pression. Alors plus précisément, la pression en pascal, ça va être la force exercée par les molécules qui tapent, force qui s'exprime en newton, divisée par la surface sur laquelle elles tapent. Alors essayons d'être très concret. Voici une surface de 1 mètre carré. Exactement 1 mètre carré. D'accord ? Ce qu'on va appeler un pascal, une pression de 1 pascal, ça va être une force de 1 newton exercée sur 1 mètre carré. Alors 1 newton, c'est l'unité de force. Il y a une force qu'on subit le plus quotidiennement, c'est notre poids. Et le poids, qui est une force, est relié à la masse par la formule P égale mg, où G, c'est un coefficient qu'on appelle l'accélération de la pesanteur, et qui vaut aux alentours de 10 newtons par kilogramme. C'est-à-dire qu'une masse de 1 kg exerce une force de 10 newtons, ou bien une masse de 100 grammes exerce une force de 1 newton. Ça veut dire que si vous voulez vous représenter ce que c'est que 1 pascal, bah, ça serait exactement la même force que si je mets une masse de 100 grammes, 0,1 kg, sur 1 mètre carré. Ça, c'est 1 pascal. Bon, 1 pascal, c'est une petite pression. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle vaut la pression atmosphérique? Elle vaut 1000 et quelques hectopascales, c'est-à-dire 100 000 pascals. Or, 100 000 pascals, c'est l'équivalent donc de 100 000 masses de 100 grammes. 100 000 masses de 100 grammes, ça fait 10 000 kg, c'est-à-dire 10 tonnes. Alors, c'est plus la même histoire parce que la pression atmosphérique, c'est l'équivalent des petites molécules qui tapent sur la surface. Elles exercent une force équivalente à ce qu'exercerait une masse de 10 tonnes posée sur la surface de 1 mètre carré. C'est une force gigantesque. Alors, vous pouvez me dire, mais c'est bizarre quand même, parce que si j'ai 10 tonnes qui appuient là-dessus, le carton devrait s'effondrer sous le poids de l'air qui lui appuie dessus. Eh bien, oui et non, parce que, d'accord, vous avez l'air qui est au-dessus, qui exerce une force égale à 10 puissance 5 newtons par mètre carré, mais vous avez l'air qui est en dessous, qui exerce la même force. Donc, au final, mon carton, ici, ma surface de 1 mètre carré, subit une force vers le bas qui est absolument égale, exactement égale à la force exercée par les molécules qui sont en dessous, qui le poussent vers le haut, et au final, le carton, ici, n'est pas directement sensible aux forces de pression.